Toujours sur ces questions, alors là je suis un tout petit peu plus concret et direct, le fait de ne pas avoir assez payé les profs de prépa et en même temps de les avoir autorisés à cumuler un emploi a amené à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de profs de prépa du Maroc sont enseignants dans une deuxième prépa pour délivrer le même cours, mais dans une deuxième prépa où ils touchent un deuxième salaire. Bon. Ce qui est assez peu probable à l'intérieur de notre système français, au moment où certains jalousent violemment les professeurs de classe préparatoire française parce que leur excellence serait censée être trop rémunérée, c'est pas idiot d'entendre que quand on devient stupidement régulateur, stupidement autoritaire sur le plan administratif, eh bien, les lois du marché font que des circuits de contournement se créent. Je vais parler de l'Initiative nationale de développement humain. Enfin, on a parlé d'une dernière chose qui, y compris par rapport à la France, peut être une question relativement intéressante, même si en proportion, elle ne représente pas sans doute la même chose dans notre pays, qui est l'enjeu de la professionnalisation de l'économie dite informelle. L'économie informelle, c'est celle qui paye très très peu d'impôts, au sens large du terme, mais qui correspond au Maroc aujourd'hui à environ un tiers des emplois. Donc comment regarder ce sujet comme un sujet non tabou et comment faire en sorte que cette créativité locale de micro-entrepreneurs puisse être accompagnée et professionnalisée. C'est intéressant de voir comment nos amis universitaires marocains ont envie de se saisir de cette question. Nous avons parlé également de l'accueil des handicapés, puisque les trois focus particuliers étaient la promotion des jeunes d'origine modeste, la question garçon-fille et enfin la question des handicapés, où on est resté moins longtemps. En revanche, ce qui nous a semblé assez spectaculaire, c'est que quand en France on régule par la loi, et on estime que c'est la loi qui est le seul outil pour faire bouger les choses, au Maroc, il existe d'autres dispositifs qui sont davantage bottom-up, qui viennent de la société civile et qui se traduisent par des contrats de confiance, par des pactes d'honneur, par des décisions collectives qui disent écoutez, nous, on va faire comme ça et on déclare qu'on va faire comme ça parce que ça nous semble important pour la société marocaine. Donc sur le fait que la société civile est pleinement force d'initiative ou au contraire qu'elle est très, très soumise à une réglementation administrative, il y avait là des choses très intéressantes dans le témoignage de la société civile marocaine comme facteur de transformation sociale. Enfin, dernier point, sur les questions, je vais parler d'abord des questions issues de l'expérience marocaine, sur les questions issues de l'expérience française, qui venaient un petit peu en contrepoint avec celles issues de nos amis marocains. Nous avons débattu assez longtemps sur les questions de sélection et de leur équité. Nous avons renouvelé évidemment notre conviction de l'intérêt d'équité du concours républicain, avec tout un débat sur le type d'épreuves que nous faisons à l'intérieur, que nous proposons à l'intérieur de nos dispositifs sélectifs, que ce soit la sélection par les mathématiques qui reste sans doute une des sélections les moins biaisées socialement à l'avis de les participants, celle des épreuves de culture générale qui selon le type d'épreuve peut être déjà plus biaisée, et le drame entre guillemets des épreuves de langue qui aujourd'hui nous condamne à une situation sans issue où d'un côté nous voulons des gens multilingues, internationaux et autres, donc nous ne pouvons qu'inclure bien évidemment la performance linguistique dans nos dispositifs de sélection, et de notre côté nous savons que statistiquement c'est celui qui est le plus sélectif sur le plan social. Une idée assez intéressante est arrivée sur ce plan-là d'ailleurs, qui était dans la forme même d'organisation des concours, de nous demander si ce ne serait pas intéressant de donner un droit à joker des jeunes. Autrement dit, vous passez 8 épreuves, mais sur les 8 épreuves, vous n'êtes classé que sur 7. Donc vous avez le droit à avoir une impasse, parce que vous avez un, entre guillemets, handicap particulier. Et il me semble que par rapport à l'accueil de la diversité des talents, c'est pas forcément une idée sans puissance. Donc voilà, je la partage aussi simplement que ça. C'était sans doute une des choses assez innovantes qu'on a évoquées. Enfin, bien sûr, la question de la réforme du lycée, est-elle une opportunité ou est-elle une menace ? Si on se trouve en effet avec 3 heures de maths en seconde, on a déjà entre maintenant et il y a 15 ans perdu en moyenne 2 années pleines de formation aux mathématiques entre la 6e et la terminale. Qu'est-ce que ce sera demain ? Voilà. Nous avons continué évidemment à parler des questions de justice sociale et notamment de l'immense injustice de l'information des jeunes au lycée. Nous savons combien là-dessus la France a des progrès à faire. Pour conclure,
pour conclure, comme dans d'autres ateliers, les similitudes dans les problématiques de diversité et d'accès de la diversité aux formations supérieures ont manifesté des cohérences et des congruences assez spectaculaires. Alors sur différents aspects, vous les avez sous les yeux, je ne les relis pas, mais en termes de questions politiques qui étaient posées dans les deux cas à nos sociétés, il y avait des choses vraiment très très intéressantes, avec pour finir une synthèse récente de sociologues marocains qui nous a semblé très pertinente, qui s'appelle Haït Débrouille. Haït, c'est le nom pour dire la tribu, une famille, donc la famille des brouilles. Est-ce que ça peut être un avenir commun? Il y a aujourd'hui des recensions à l'intérieur du Maroc, des endroits où les meilleures pratiques sont développées et à partir de ça peuvent amener à plein